Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour le nouvel épisode récap des matchs du week-end de cette week 3 de college football. Il nous a apporté quelques petits rebondissements, quelques beaux matchs quand même qu'on a vu ce week-end. Et avec moi aujourd'hui, Max et Ryan. Salut les gars. Salut tout le monde, salut Kevin, salut Salut Ryan. Kev. Bon petit week-end finalement où on a vu notamment le début des matchs de conférence qu'on attendait avec plaisir. Et on n'a pas été déçus parce qu'on a eu quelques petites surprises, quelques gros matchs aussi. Il y a quand même eu deux assez gros bangers entre équipes classées. Et on va voir tout ça tout de suite. Premier match contre équipe classée. Donc c'est l'un des trois d'ailleurs, même pas des deux, des trois. Euh, avec la darling, un peu la Cinderella de ce début de saison, USF, South Florida, les Bulls, qui après avoir gagné contre Boise et Florida se déplaçaient du côté de Miami, du Hard Rock Stadium pour y affronter les Hurricanes de Mario Cristobal. Et les gars, malheureusement, la belle aventure s'arrête là pour la saison invaincue de USF et leur parcours assez incroyable, même s'ils ont après un parcours de conf à jouer. Mais la marche des Hurricanes était beaucoup trop haute pour eux, visiblement. Ouais, la passe de 3 a pas pu être a pas pu être accomplie. Miami a vraiment, a vraiment réglé l'histoire dès le premier quart-temps. Enfin, même la première mi-temps. Ça a été un match pas facile à suivre parce qu'il y a eu un gros arrêt du match pour orage. Mais la pause n'a pas ralenti le rythme des Hurricanes, qui ont fait un deuxième quart-temps où ils ont vraiment tué tous les espoirs de South Florida avec 2 touchdowns. Ils ont forcé une interception, forcé plusieurs fois des three and out. Enfin, ouais, non, South Florida a vraiment été contenu dans tous les compartiments. Ils se sont un peu libérés sur la fin de match puisqu'ils arrivent à marquer un touchdown à la fin, mais bon, il n'y avait pas photo, il y avait trop d'écart entre les deux équipes, clairement. Et Miami, mine de rien, se montre quand même comme une super équipe, aussi bien en attaque qu'en défense, avec un Carson Beck qui distribue bien, un bon jeu au sol avec Fletcher Junior, et puis en défense, il y a du bon joueur, hein, notamment Bain Junior qui a encore fait un très très gros match, le safety dans Miami. A ramené les South Florida à sa place, malheureusement, mais bon. La saison n'est pas finie, comme tu disais, parce que les 2 premières victoires contre des équipes classées font qu'ils ont, quoi qu'il arrive, malgré cette défaite à Miami, le meilleur dossier du G5 actuellement. Bon, Ryan, t'as pensé quoi de ce match si t'as jeté un œil dessus? Alors j'ai jeté un œil dessus, mais un œil vraiment rapide quoi. Après, voilà, je pense que c'est pas cette défaite. Tu vois, on parlait un petit peu. Je crois que c'est Kevin qui disait que justement c'était un petit peu la fin de la saison invaincue de USF. Je pense pas que cette défaite va leur faire très très mal parce que justement ils ont montré des très belles choses sur les 2 premières weeks. Il va falloir continuer d'engranger des victoires. On le sait avec le nouveau format même des playoffs. Je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer en fin de saison s'ils laissent pas justement cette défaite leur faire trop trop mal. Je pense qu'on était tous d'accord déjà avant le début du match. Miami, même avec tous les problèmes que ça peut avoir au niveau du coaching et un petit peu de ce côté éternel loser, il y a quand même depuis maintenant 2-3 saisons, il y a énormément de talent. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Cristobal, mais ça reste un très bon recruteur. Et là, il a la chance de retrouver un Carson Beck qui distribue bien, qui retrouve un petit peu ce rôle de game manager, tu vois. Et donc, ouais, non, la marche était un petit peu trop haute, mais je pense vraiment pas que ce soit cette défaite-là qui fera mal à leur bilan, tu vois, leur bilan final de fin de saison. Non, c'est clair, c'est clair. S'ils terminent la saison et que c'est leur seule défaite, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir discuter avec eux dans le G5. Surtout si Miami continue sur le gros début de saison qu'ils font, parce que mine de rien, Miami aussi, c'est deux top 25 battus sur ce début de saison. Il y a Béthune au milieu, qu'ils ont écrasé également. Mais ouais, non, en plus, si Miami continue et s'installe vraiment durablement dans le top 5, tout le monde va se dire que c'est une. Bon, il y a de l'écart, donc tu peux pas forcément dire que c'est une quality loss, mais c'est pas une défaite qui va te peser vraiment par rapport aux autres équipes du G5. Et du coup, cette victoire de Miami leur permet de passer devant Oregon. Ils passent à la 4e place
de l'AP People. USF, malheureusement, avec cette défaite, ressort du top 25, mais je pense avec les différentes défaites du Power 4 et si USF arrive à run the table sur son calendrier de conf, ils réapparaîtront au fur et à mesure dans le top 25. Oui, ils réapparaîtront parce que c'est la deuxième équipe en receiving vote. Donc ils sont 27e. Techniquement 27e, ça. Ils sont même devant South Carolina. Donc oui, ils reviendront peut-être même dès la semaine prochaine si ça tombe devant. Donc oui, non. Mais il faut voir, comme a dit Ryan, faut espérer que la gueule de bois soit pas trop forte. Après là, ils jouent contre une FCS samedi, donc c'est le meilleur moyen à la maison en plus de se remettre tranquillement de la défaite. Autre match où on avait une équipe, alors techniquement non classée, même si USF n'est plus classé, mais match de conf, ce déplacement de Clemson du côté d'Atlanta pour y affronter Georgia Tech. On avait dit attention à l'upset, et pour une fois, les pronostics DTP de 1-2-6 ont vu juste. Comme dirait l'autre, même les horloges cassées donnent l'heure correctement 2 fois dans la journée. Mais pour le coup, effectivement, je pense qu'on avait assez bien identifié les forces et les faiblesses de ce match pendant le 1-2-6. Et les Yellow Jackets nous ont donné raison parce que Georgia Tech s'est imposé contre Clemson. Un match assez bien dominé qu'ils ont scellé sur la fin. Victoire 24-21 avec une dernière séquence absolument incroyable de la part des Yellow Jackets. Premièrement, leur drive qui est absolument qualitatif avec les courses, les conversions en 3e, 4e. Et puis ce temps mort pris à 11 secondes, cette décision de jouer à la course et pas à la passe, de faire rentrer l'équipe de field goal, le kicker qui avait un career best à 51, qui malgré le rush, mais il avait dit comme quoi il avait beaucoup bossé cette semaine, et le fait que le mec il rentre pour un field goal à 55 yards de la gagne contre Clemson, classé numéro 12. Sans temps mort, c'est vraiment no drill. Ça, il te met ça en plein milieu des poteaux avec 5 bons yards de marche, voire plus. Vraiment un scénario incroyable, et puis un Haynes King au-dessus de la mêlée avec 25 courses encore. Je parlais de Byron Brown, le QB de USF, est-ce qu'il finirait la saison sans Como ou sans blessure? J'ai encore plus de crainte pour Haynes King qui, encore une fois, dès le premier carton, tu vois qu'il a du mal à se relever. Tu as l'impression qu'il sort d'un champ de bataille pendant 4 cartons. Donc c'est vraiment un truc qu'il va falloir suivre la santé de Haynes King parce qu'il est vraiment surutilisé, notamment dans le run game par Georgia Tech. Ryan, t'étais devant ce match? Je sais plus si on était devant pendant qu'on était sur Discord. Ouais, si on était devant, on a regardé tout le match ensemble. Après, je crois que t'es arrivé en cours de match, toi, vu qu'il y avait Oregon ou un délire comme ça, je crois. Mais ouais, non, on était devant. Maintenant, c'est bien beau, tu vois. Georgia Tech, ça montre encore une fois, comme la saison dernière, des grosses qualités de guerrier. Mais il va falloir, comme tu l'as dit, continuer de bosser et arrêter de se reposer autant sur Haynes King. C'est moi qui t'ai fait la remarque justement pendant le match que justement, ouais, il faisait limite de la peine à voir, tu vois, et que j'ai du mal à me dire qu'il sera capable de continuer à porter Georgia Tech comme il le fait tout au long de la saison avec une utilisation aussi intensive en fait, parce que vraiment là pour le coup ça fait 2 semaines qu'il prend Georgia Tech, qu'il est fou sur son dos et qu'il est carry, tu vois, même si l'image ça restera le kick, tu vois, le kick de la gagne, mais clairement c'est Haynes King qui représente le mieux cette équipe, tu vois, ce côté très rugueux, guerrier, tu vois, avec le bon esprit, le bon fighting spirit, en fait il incarne ça parfaitement. Malgré les défauts qu'il peut avoir, on le sait, Haynes King, on l'a vu dans d'autres programmes et notamment à Texas A&M, si je dis pas de bêtises, on sait qu'avant de le voir arriver à Georgia Tech, j'ai du mal à voir Haynes King être capable de prendre en fait autant la foudre, de se faire autant casser la gueule jusqu'à la fin de saison. Donc il y avait des petits problèmes, il y a eu des coups de gueule de poussée de la part du coach de Georgia Tech en début de saison pour dire que son équipe au global n'était pas au niveau qu'il attendait. Je pense qu'il va vraiment falloir se réveiller parce qu'en plus, il y a un vrai coup à jouer dans cette conférence ACC. Alors bien évidemment, c'est facile de dire ça vu que
On l'a vu, Miami reste très costaud. Mais je pense qu'avec la résilience dont ils font preuve, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, même face à Miami. Donc, mais Ryan, il y a un point, c'est que tu dis effectivement il y a Miami, mais ils ne jouent pas Miami cette année. Ils ne jouent non, mais pas tu les Florida auras State. quand même en conférence. Oui, Moi, mais c'est toujours ça que je vois, tu vois. oui, mais c'est dans le sens où ils ont un calendrier là, où en gros leur suite de calendrier c'est Temple, Wake Forest, Virginia Tech, Duke, Syracuse, NC State qui a l'air un peu mieux cette année, Boston College, Pitt et finissent dans la rivalité contre Georgia. Moi, je pense pas qu'ils aient besoin d'utiliser. Je pense que l'utilisation de Heinz King contre Clemson, elle est anecdotique entre guillemets parce que je pense que c'était Clemson en face et c'était la défense de Clemson. Je suis pas sûr que Wake Forest dans 3 semaines, dans 2 semaines même, pardon, ait besoin de mettre Heinz King 25 fois avec la balle au sol. Ouais, surtout que Virginia tu Tech vois, pareil, Duke pareil, tu vois. ils ont Jamal Haynes qui est un très bon running back qu'on n'a vraiment pas trop vu sur ce match-là, donc tu as quand même de quoi faire au sol sans avoir passé par King tout le temps. Et puis oui, si tu veux avoir ton QB à la fin novembre, faudra le ménager parce que putain, lui c'est vraiment la définition du charbonneur. Hein. Ça fait 3 ans qu'il est à Georgia Tech, ça fait 3 ans que c'est la même chose. Hein. Il s'envoie H24 au sol et ça tient. J'aimerais pas voir l'état de son corps à la fin de chaque match, mais ça doit pas être joli à voir. Lui, quand il va arriver en NFL, il va avoir le corps d'un running back qui Tu a sais, déjà 10 ans de carrière. il a le wear and tear sur college football et tout en rouge. Inter, il est rouge. Tout le corps est rouge. Mais ouais, faut quand même le ménager. Donc ouais, après ils ont des options. Hein. Ils ont quand même d'autres options à la course. Mais là, bon, tu vois que le plan de jeu c'était ça. Hein. C'était les attaquer avec King quasiment tout le temps au milieu et contrôler un peu la cloque aussi. Puisqu'il termine en positif à ce niveau-là. Et puis Clemson, t'as jamais eu l'impression qu'il pouvait repasser devant dans le match, quoi. Oh, Clemson était mené dès le début. Il n'y a pas 10-0 dès le début et comme tu dis, il n'y a vraiment pas eu cette impression de. Ils repassent devant, à un moment donné, ils repassent devant, mais ils n'arrivent pas à faire le break. Il y a toujours un point de. Ils passent à 14-13, mais derrière, ils font 2 3 and out. Puis Georgia Tech marque un touchdown sur un très gros drive de 6 minutes. Ils arrivent à égaliser après, mais tu n'as jamais l'impression qu'ils étaient en position de gagner à n'importe quel moment que ce soit. Et quand tu sais que c'était une équipe que tout le monde voyait, et moi le premier, comme un prétendant pour le titre national, bah, en 3 semaines, tout s'est écroulé quand même du côté des Tigers. C'est vrai que tu n'avais pas l'impression que d'avoir une équipe classée Clemson contre une équipe non classée de Georgia Tech. Surtout que ça s'est totalement inversé puisque Clemson, avec sa deuxième défaite, n'est plus classé et Georgia Tech apparaît dans le classement à la 18e place. Oui, Ryan, excuse-moi. Non, je disais, alors forcément, on va me taxer de homer ou quoi, mais je pense que si ça continue comme ça, il va falloir vraiment regarder l'implication qu'aura eu le match d'LSU en ouverture. Je pense que ça leur a fait beaucoup de mal mentalement et c'est aussi une indication de choses que je reproche à l'équipe de Dabo et aux équipes, notamment coachées par Dabo depuis un certain temps maintenant. Mais là, en fait, c'est criant parce que quand tu regardes un petit peu l'équipe qu'ils ont, alors encore une fois, c'est sur le papier, donc c'est facile de parler sur le papier, mais putain, sur le papier, ils devraient faire bien mieux que ça, quoi. Ça devrait être vraiment meilleur que ça. Franchement, qu'un mec en attaque qui a brillé, c'est West Coast Junior, leur receveur. Mais le reste, c'est. Ouais, mais putain, tu sais, quand t'as autant de. C'est con à dire, mais quand t'as autant de talent sur le terrain, parce qu'il y a du talent sur le terrain. Il y a autant de mecs qui sont de retour aussi, parce que c'était une des équipes avec le plus de titulaires de retour, si je me trompe pas. Enfin, ouais, non, mais beaucoup d'excuses. C'est pour ça. Il y a vraiment des questions à se poser. Alors, ça fera pas forcément plaisir aux fans de Clemson qui nous écoutent, mais je continuerai à le dire mordicus. À un moment donné, Dabo, il va falloir soit changer d'état d'esprit, changer de façon de faire et accepter qu'aujourd'hui, on est dans le 21e siècle, même si ça nous peine, même nous, de voir ce que le college football est devenu ou est en train de devenir. On est les premiers peinés, mais au bout d'un moment, si tu as envie de continuer à être relevant, il va vraiment falloir changer quelque chose, ou alors, et je pense que c'est encore plus dur pour les fans de Clemson et beaucoup moins pour nous, commencer à réfléchir à est-ce que Dabo, c'est le gars qu'il faut garder à la tête de ce programme.
Et je pense que la question, plus on va avancer, plus elle va se poser, malheureusement. Donc, compliqué la suite de la saison pour Clemson. Je pense que cette défaite face à Georgia Tech risque pour le coup, eux, de leur faire mal en fin de saison. Et rapidement, en parlant de peiner et de virer Dabo et de coach qui sautent, du coup, Virginia Tech, même si Wilfried Penney n'est plus du côté des Hokies, petite news, les coachs de Virginia Tech et de UCLA ont été remerciés après les grosses défaites de chacune des deux équipes samedi. Normal. Donc, chose à noter aussi, c'est que la période du portal a été ouverte pendant 30 jours pour les joueurs de ces programmes-là. Donc, et comme il n'y a pas 4 matchs qui ont été joués, potentiellement la possibilité de redshirt pour beaucoup des joueurs de ces programmes. Et on pensera notamment à un certain Nico Yamale-Ava. Tu crois qu'il va... Non, mais tu vois, moi, c'est ce que je disais, c'est que tu fais une Dante Moore, tu vas dans un programme qui a un bête de QB devant, tu fais ta saison, tu redshirt derrière, t'apprends avec un truc qui a un bon coaching staff et tu prends la suite après. Tu utilises ton redshirt, t'as encore tes années de sophomore, junior, senior. Pour moi, c'est la chose à faire. Maintenant, est-ce qu'il y a un programme qui rentre dans dans ce format? Peut-être Penn State. Je sais pas honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière Drew Allard. Mais pour moi, ce serait un peu ce genre de situation qui serait le mieux pour lui. On va voir ce que décide son père. Je pense que c'est pas forcément l'apprentissage de son fils qui l'importe le plus. Bref, messieurs, Ryan, allez, on va parler, toi et moi maintenant, on va parler LSU, on va parler Tigers. Parlons. On va parler 3-0. Alors Ryan, 3-0, gros duel contre les Gators de Guigui, contre Florida. Duel qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses, mais 3-0 assuré pour LSU. Bon, écoute, je te trouve dur quand tu dis duel qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Je pense que ça reste un match de rivalerie. Il y avait la bonne... Voilà, là, ça, je peux l'accepter un petit peu plus. Parce qu'il y avait justement une bonne mentalité. On sentait que l'atmosphère, elle était vraiment électrique. Ça s'est chauffé avant le match. Il y avait pas mal de petites histoires un petit peu sous-jacentes qui rendaient le match intéressant à suivre. Tu vois, le délire des embauches entre Billy Napier et Brian Kelly. On sait que Billy Napier faisait partie des petits papiers pour potentiellement être le gars qui récupérait les Tigers après Ed Orgeron. Il y avait le duel à distance entre les deux QB, entre DJ Lagway, Nussmeier. On avait Florida qui avait gagné à la surprise générale un petit peu l'année dernière et qui derrière entame une saison en boulet de canon. Il y avait pas mal de petites choses comme ça sur le match qui rendaient l'affiche très intéressante. Et écoute, finalement, on se retrouve avec deux défenses assez dominantes, mais surtout deux offenses assez crades, quoi. Assez crades. Florida se relève pas. Florida continue de s'enfoncer malheureusement. LSU, il y a des grosses questions qui mériteraient d'être posées du côté offensif du ballon. On va pas passer trop de temps là-dessus sur un épisode récap, mais il y a vraiment de quoi parler et des choses qui peuvent inquiéter sur la suite de la saison. Maintenant, voilà, vous en aviez parlé pendant le 1-2-6 et s'il y a bien une chose qui cette année à LSU par contre est au niveau, c'est la défense. Et c'est clairement la défense qui nous gagne ce match, parce que si on avait dû attendre après l'attaque, je pense qu'on y était encore. Donc grosse perf de la défense, avec 5 interceptions sur le match. Alors sur certaines, je veux bien que DJ Lagway lance des merdasses assez crades, mais sur d'autres, c'est clairement des grosses actions défensives. On a su mettre Florida sous pression toute la soirée, donc toujours avec cette défense très agressive, du blitz de partout, ça attaque les gaps. Et chose qui est vraiment intéressante pour la suite, c'est de se dire que sur le terrain, tu avais beaucoup de freshmen en fait, ou en tout cas de sophomores ou de premiers starts pour certains. Je pense déjà à forcément l'histoire des frères Wicks, donc nos 3 linebackers, Witt, West et Zach, qui ont tous vu le terrain sur ce match, étant donné que Witt, qui est notre titulaire, se fait expulser sur un targeting très tôt dans le match après 2 snaps sur le terrain.
que West, le grand frère, qui est notre titulaire Mike, est resté sur le terrain une bonne partie du match, mais s'est blessé en deuxième mi-temps et une blessure qui pourrait potentiellement être assez grave. Et enfin, du coup, Zach, qui a 17 ou 18 ans, qui est un true freshman, qui potentiellement n'aurait jamais dû voir le terrain cette année, qui se retrouve en fait à être propulsé dans un rivalry game face à Florida, dans un match à enjeu, et qui était loin d'être fini à ce moment-là. Je crois qu'au moment où il joue, il y a 20 à 13, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc non, des vraies belles choses. Du côté de la défense d'LSU, un secondary qui est absolument terrifiant, mais vraiment pour le coup terrifiant, avec un vrai shutdown corner en la personne de Mansour Delane, et là encore un freshman en la personne de DJ Pickett qui est un alien, et qui finit lui aussi avec un pic. Donc non, match qui selon moi a tenu ses promesses, mais ouais, les attaques piétinent énormément. Moi, ça me fait vraiment peur pour la suite. Et Florida qui continue, comme je disais, de couler, quoi. Et là, c'est pareil. La question revient de plus belle quant à l'avenir de Billy Napier. C'est qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour les Gators. Napier a beau être un super recruteur, il y a des questions qui se posent. Le fait qu'il soit borné comme pas possible sur le fait de ne pas vouloir lâcher le play calling offensif, qui est en train de devenir un vrai problème, et un calendrier qui était potentiellement plus simple et plus facilement gérable que celui de l'année dernière. Et en fait, Florida qui pour l'instant... Il est quand même difficile encore cette année. Oui, mais tous les calendriers sont difficiles en sec. Je veux dire, l'année dernière, on parlait d'un calendrier cauchemardesque. C'est pas le cas cette année du tout, selon moi. Donc, au bout d'un moment, Florida, ça reste un programme qui a des ambitions. Voilà, tu es en sec, tu te dois de gagner certains matchs. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On n'a même pas de motif d'espoir. C'est-à-dire que là, même un gars, l'espoir, c'était censé être DJ Lagway, et on voit que semaine après semaine, moi, ça me choque pas. C'est un jeune quarterback qui fait des erreurs, mais donc il peut pas tout gérer, quoi. Il peut pas tout gérer tout seul, et c'est faible. C'est faible. C'est vraiment faible. C'est vrai qu'offensivement, j'ai été relativement déçu. Il y a, comme tu le disais, autant il y a sur les 5 pics, je pense qu'il y en a 3. C'est des vraies belles actions défensives. Autant il y en a 2, il lance en triple coverage, quoi. Donc, et alors, pour le coup, je crois que la première, c'est un joli play défensif où tu vois le mec, il s'étend pour aller la chercher. Mais la balle, elle est lancée entre 3 défenseurs. T'as un play, tu regardes la photo du pic, t'as l'impression que c'est un receveur de LSU qui récupère une bombe. Oui, non, mais c'est... Après, juste pour sa défense, après, vous savez, moi, j'aime beaucoup DJ Lagway, mais pour sa défense, il y a aussi le délire de t'es en fin de match et tu commences à devoir, tu commences à devoir jouer, et forcément, la défense, elle t'attend, et tu te fais pique. Mais en fait, tout ça, ça résulte de ce que je disais sur le fait que Billy Napier déconne sur son play calling offensif. T'es pas non plus à te manger un espèce de blowout où il faut absolument que tu reviennes en balançant des bombes de partout. T'avais genre toute la deuxième mi-temps pour revenir correctement. Alors oui, la défense d'LSU est élite, mais petit à petit, je pense qu'il y avait quand même t'avais moyen d'aller chercher des choses, quoi. T'avais vraiment moyen d'aller chercher des choses, et surtout avec une offense qui en face piétine aussi, et te fait rien, et te montre rien, quoi. Donc voilà, c'est vraiment inquiet. On recommence à tomber dans l'inquiétude pour Billy Napier. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit le coach du programme la saison prochaine. Ouais, je pense que on en avait parlé dans le 1-2-6, le fait qu'il ait été plus ou moins confirmé par le directeur athlétique avant le match, ce qui lui met clairement des menottes aux mains, quoi. Je parle du directeur athlétique, dans le sens où quels que soient les résultats, tu peux pas virer Napier sans passer pour un gros con. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu con pour les fans, mais c'est un peu le résultat que ça va donner. Donc, en sachant que non, c'est celui du UCLA apparemment qui va sauter avant même qu'il y ait un nouveau coach, mais le problème, c'est qu'il a sauté c'est du UCLA. Le directeur athlétique? Ah, le directeur athlétique? Ah, je sais pas, non. Non, c'est qu'apparemment, il y a un problème que le DA est aussi là-bas. Mais non, c'est, tu vois, en tant que directeur athlétique, tu t'attaches au head coach, et puis au final,
bah, il y a de très fortes chances qu'il saute avec lui à la fin de l'année. Bah donc, oui, vu qu'il le je pense protège. qu'il aurait pu sauver sa place s'il avait fait sauter en début de saison. Tu vois. Mais là, tu t'attaches à lui. Si la saison, elle ne prend pas un tour radical, tu peux Bah comme l'année oublier qu'il dernière, est faut pire et que ça directeur artistique. se. Et Faut qu'ils aient à nouveau le même switch que l'année dernière où ils arrivent à où ils font une belle seconde partie de saison, mais ça l'a sauvé une fois, je sais pas si ça le sauvera deux fois, tu vois. bah, d'autant plus que, et ça on le sait grâce à Guigui, ça aide d'avoir un fan d'un programme parce que justement on a des infos qu'on n'aurait peut-être pas nous en survolant un peu le sujet, mais il est vraiment détesté par toute la fanbase. Il est vraiment pas apprécié. Et dans un programme comme Florida, qui se repose énormément sur l'ambiance, sur ses fans, sur tout le folklore qu'il peut y avoir autour du programme, grâce justement à sa fanbase, je pense que ça peut peser au moment où le questionnement devient sérieux quant à l'avenir de quelqu'un à ce genre de position-là, tu vois, directeur athlétique, quand toute ta fanbase demande sa tête depuis maintenant plusieurs saisons et qu'en plus, tu n'as pas les résultats et qu'en plus, il te lâche des déclats comme ça en conférence de presse ou quoi, ouais, au bout d'un moment, ça peut commencer à vraiment peser et ça peut être, tu vois, la petite pièce qui fait pencher la balance, quoi. Ouais, et puis surtout, Florida, c'est pas comme on avait parlé pour Stanford pendant des années où Stanford s'en fout un peu du programme de foot parce qu'ils ont tellement d'autres sports et Stanford est, je crois que c'est pour tous les sports sous scholarship, Stanford est le meilleur programme sportif du pays, même sans avoir le football. Florida, c'est, enfin, alors, pardon, autant pour moi. Florida est une excellente fac sportive. Hein. Je vais pas dire que Florida sont des Oui, peintres ils ont gagné en le dehors titre du foot. national en basket. Voilà, c'est bon, ils sont bons en basket, bons en athlète, bons en softball, Ouais. bons en baseball. Je dis pas l'inverse, tu vois. Kevin, il était Mais terrifié. Il a vu l'âme de Guigui arriver ah ouais, non, derrière son corps. il est en train de toquer à ma porte, gros. J'étais obligé de corriger, tu vois. Il avait Et oui, je un vois ce que tu veux animé. dire. Je vois Il ce a que tu veux Mais dire. senti l'aura de Même si c'est un Guigui. gros programme de sport, le foot est au-dessus de tout et voilà, largement, quoi. il y a quand même toute l'aura autour du programme de foot, autour de l'histoire du programme, autour du swamp et tout. Tu peux pas. Et c'est quand même le flagship de ta fac. Tu peux pas la foutre au fond du trou comme ça. Du coup, LSU, vous prenez 2 petits votes de première place au AP Poll, mais vous restez troisième derrière Ohio State et Penn State. Et Florida, qui avait Penn déjà de State toute qui se façon. demande ce qu'il fout là, la deuxième Oui, place. on est d'accord. Mais La pré-saison. Florida reste en dehors du top, bien entendu. Enfin, ça dépend chez quel votant là encore. Il y a encore Mais des gens donc qui voilà, l'ont mis? Florida. Alors je Bon, sais. il y a plus Alors personne la qui a semaine mis dernière Florida c'était suivi, normalement. mais cette semaine, bah attends, c'est simple. Est-ce que Florida a reçu des votes? Non, ils ont pas reçu de vote. Autant Non, pour moi. oui, attends. Encore heureux, tu me diras. Oui. Donc voilà, saison qui s'annonce compliquée pour Florida. Pourquoi? Bah parce que la SEC c'est un peu coton déjà de base. Ouais, et Et puis quand tu tu te commences comme déplaces à ça, Miami samedi, donc même c'est ton ça. hors conférence. Et puis le match à contre Florida State, bah, que tu auras en fin de saison, qui est le dernier hors conférence, il sera pas non plus gâteau, vu comment les Seminoles sont bons cette année. Donc ouais, Florida se retrouve un peu dans la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire le calendrier va pas être facile, tu démarres mal. Est-ce que tu vas encore réussir à trouver ce second souffle et à renverser un peu la table? L'année dernière, ils ont réussi puisqu'ils sont allés en bowl alors que tout le monde leur promettait une saison à 4 victoires. Bon, bah, cette année, je sais pas si Sauf que cette année, ça. Miami ils sont meilleurs et Florida State ils sont pas à 2 victoires par année quoi. Ouais, c'est Donc ça. ça va pas être 2 victoires qu'ils vont pouvoir aller chercher. Mm, mm, mm. Autre gros match de SEC entre équipes classées, entre équipes du top 15. Les Georgia Bulldogs qui se déplaçaient du côté de Knoxville, Tennessee, pour y affronter les Tennessee Volunteers. Énorme match, je pense. Ouais, Le plus gros match qu'on a eu cette année. Moi, j'ai kiffé regarder ce match. il y avait tout dans ce match. Ouais. Victoire de Georgia 44-41, si je ne m'abuse. Ouais, C'est ça, 44-41 en overtime. 44-41 à l'extérieur, en overtime, effectivement, avec un touchdown à la toute fin sur la deuxième partie du premier overtime. Excellent match. On a vu j'ai été médisant sur les QB de SEC, notamment à cause de ce duel, et Stockton et Aguilar m'ont totalement fait mentir parce que ils nous ont donné un super match chacun de leur côté. On en Tu parlait vois les avec Ryan retombées? Mais non, le système Aguilar, quel match. le Le système de début de Heupel, match. vraiment, il lui convient. Enfin,
on va dire qu'Aguilar convient parfaitement au système de Heupel. Mm. Et non, ils ont des mecs qui sont libres dans le deep. Après, ça fait des années que c'est le cas, hein, mais du coup, personne n'a réussi à vraiment trouver la solution sur 4 cartons complètement. Donc ça pose toujours de gros problèmes, mais Georgia a réussi avec une attaque qui est surprenante parce que d'habitude, c'est rare de voir Georgia prendre 40 pions, mais c'est aussi rare de leur voir en mettre sur des matchs de SEC. Et là, Stockton, il a fait vraiment une bonne performance. Ouais, non, c'était. Puis, franchement, quand tu vois le début du match, le premier quart-temps, tu donnes pas cher de la peau des Dogs. Mais encore une fois, Georgia, on sait que c'est toujours une équipe résiliente, c'est toujours une équipe qui arrive à trouver des moyens de revenir. C'est souvent la défense qui l'a fait revenir. Là, ça a aussi été l'attaque, mine de rien. Et c'est vrai que ouais, Stockton, il a vraiment produit. Enfin, les deux QB, ouais, comme tu dis, ont vraiment produit leur match. Et puis la fin de match, un peu bizarre la gestion du temps peut-être de Peul. Il y avait peut-être moyen de trouver une meilleure position pour son kicker. Parce que Tennessee avait la balle de match dans les pieds de Max Gilbert qui a complètement loupé. Et Georgia, c'est le genre d'équipe, quand tu loupes une balle de match comme ça contre eux, souvent le match est perdu derrière. Et ça s'est encore passé. Mais ouais, même cette équipe de Georgia, franchement, je donnais pas cher de leur peau après le premier quart-temps. Puis ils te font un 20-7 sur les deux suivants. Puis voilà, c'est Georgia en sexe, toujours pareil. L'équipe est trop chiante à affronter. Même avec une défense qui a pris l'eau, ils arrivent à te sortir quelques plays, puis ils ont quand même réussi à forcer 2 interceptions sur Aguilar. Donc ouais, mais vraiment ce dernier drive de Tennessee, il lui reste tous ses temps morts, je crois, ou il en reste 2 et tu aurais pu peut-être rallonger un peu ton play, faire 2 ou 3 plays de plus pour essayer de t'avancer un poil. Ça aurait. Puis t'as aussi la pénalité là qu'ils prennent pour un full start en 3 et 5. Oui, ils prennent un false start juste avant. Ouais. Mais c'est surtout Qui... qu'on a vu la stat, hein, c'est Georgia en SEC, c'est Georgia tout simplement au Neyland parce que sous Heupel, Tennessee n'a perdu que 3 matchs en SEC Ouais, à c'est les 3 domicile. contre. Et en fait, ils sont invaincus contre toute la SEC à domicile, sous Heupel, bien sûr, sauf contre Georgia, puisqu'ils sont à 3 défaites, ils sont à 0-3 contre Georgia. Donc c'est assez critique, ça va être l'obstacle à passer maintenant pour Tennessee. C'est eux qui ont été capables de battre Bama il y Et a 3 ans Tennessee, de tu vois, je me ça. posais des questions avant le début du match, mais tu vois, ils ont répondu quand même positivement. Je me dis que, parce que je me disais, est-ce que cette équipe va tenir sur la durée quand les matchs de sec vont arriver et tout, tu vois. Franchement, je me dis ils vont pouvoir naviguer dans les matchs de sec. Surtout qu'ils n'ont pas un calendrier horrible en sec, eux, pour le coup. Donc, ils évitent Texas, notamment. Il y a. Ils ont du Arkansas, Mississippi State, du Kentucky. Donc, ouais, non, cette équipe de Tennessee. Aguilar, vraiment, on tombe sous le charme quand même jour après jour du côté de Tennessee. Et c'est vraiment la belle histoire. Et il a produit un très gros premier quart-temps. Et après, c'est vrai qu'il a eu un peu plus. Ça a été un peu moins flamboyant, mais il a quand même tenu. Et à 41 points quand même sur la défense de Georgia, il n'y a pas n'importe qui arrive à le faire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Ryan? Bah, écoute, moi le match, je l'ai regardé encore une fois de loin, je l'avais en deuxième écran. Et en fait, de base, j'en attendais pas forcément quelque chose de dingue. Et quand tu vois le premier carton, je me suis dit, oh, ah ouais, d'accord. Donc ça part comme ça, tu vois, et je me suis concentré un petit peu plus dessus. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est-à-dire que, bah, on le sait, quand le système offensif de Heupel, il marche et que ça connecte et qu'il a les joueurs pour, bah, on a souvent droit à des matchs un petit peu feu d'artifice. Très souvent, les équipes n'arrivent pas à tenir la cadence en fait avec le nombre de points qu'ils peuvent inscrire en attaque. Là, ça a été le cas. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup moi chez Stockton, que j'avais pas par exemple avec Carson Beck. C'est ce côté, en fait, le mec, il a l'air de s'en taper, tu vois. Le mec s'en bat littéralement les couilles et il va jouer jusqu'à la fin. Et il s'en fout de prendre des coups. S'il doit tenter des passes, bah, il les tentera, même si derrière,
ça se fait intercepter ou quoi, il sait que derrière, il a une énorme défense. Et en fait, le problème, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, Max, hein, mais Georgia, c'est Georgia. Ça va faire 6 piges maintenant que c'est comme Smart, ça. hein. Sous Smart, c'est. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent de partout. Et en fait, au bout d'un moment, tant que les mecs ont le mental et restent dans le match, tu as tout le temps une opportunité de gagner. Et on a vu, hein, ils ont, en début de match, ils prennent une sauce monumentale, ils restent dedans, et en fait, petit à petit, tu avais l'impression que la magie. C'est ça, tu vois, tu as l'impression que la magie d'Aguilar disparaissait, mais c'est pas ça, quoi. C'est que face à Georgia, ça arrive à des gens bien. C'est que Smart, c'est un sacré cordeau def. Il a toujours été capable d'avoir des défenses monstrueuses, et en plus de ça, le mec a le talent. Donc en fait, les joueurs vont finir par faire des plays à un moment ou à un autre. Et je crois que ça s'est vu, je sais plus, c'est dans le deuxième ou le troisième quart-temps là, qu'il y a un fumble ou une interception de zinzin qui se produit pour Georgia. C'est la fin du deuxième quart-temps quand c'est Puglisi qui rentre. Parce que je crois que Stockton sort, je sais plus si c'est sur un coup, du coup Puglisi, le quarterback freshman lance, il reste une seconde et c'est ça là que tu veux parler ou... Non, moi je te parlais d'un play, un play défensif. Un fumble de Tennessee un play défensif de Georgia. De Georgia qui crée un turnover à Tennessee et je me rappelle à ce moment-là, je me pose, tu vois l'action et tu te dis écoute, voilà pourquoi il y a autant de talent à Georgia et voilà pourquoi je pense KJ Bolden, celle de KJ Bolden dans le troisième quart. Il y a fort possible. C'était soit dans le deuxième, soit le troisième quart. Où là, je me dis, tu regardes les drives de Tennessee passer le premier quart-temps, il y a du train-out dans tous les sens, il y a du punt au bout de 5 plays. Enfin, c'est. Non, mais je pense que c'est Bolden justement où vraiment je me pose et je me dis tu sais quoi, sur la fin de match, je pense que ça va devenir compliqué pour Tennessee et c'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Donc et Georgia a des playmakers cette année. Tu vois, plus que l'année dernière en receveur. Tu vois, le match de Lyon, de Branch, il y a Humphries aussi qui fait un catch de zinzin. Forcément. Ils ont des meilleurs playmakers. Peut-être Stockton est un peu moins bon, on va dire, overall que Beck. Et encore. Ouais, mais tu vois, pas le même profil. Et c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que Beck l'année dernière se serait fait plaisir avec des playmakers comme ça, bien sûr. Tu vois. Mais il y a ce côté, comme je te disais, on l'utilise beaucoup le terme résilient aujourd'hui, mais il a vraiment ce côté-là où en fait il va aller sur le terrain et advienne que pourra, tu vois, le mec s'il faut, il va donner son corps à la science. Et ça, c'est un truc que Beck avait beaucoup moins, je trouve. Mais par contre, Beck avait beaucoup plus ce côté game manager, tu vois, à distribuer des ballons et tout. Mais je pense que Beck aurait adoré avoir un mec comme Branch à la place de Darian Smith l'année dernière. Puis Stockton est capable de sortir des gros plays. Hein. La 4e et 6 là, qui sortent, c'est ça le touchdown de Humphries. Il reste 2 minutes 30. 4e et 6 sur les 28 de Tennessee. Et il arrive à trouver une passe là, sur le côté de la end zone pour Humphries. Qui est vraiment bien trouvé, tu vois, où il s'est bien dosé et tout. Et tu vois qu'il a bossé vraiment. Il était prévu pour être titulaire cette année. Donc ça a bien bossé pendant la off-season. Et c'est vraiment pas du tout le même joueur. Tu vois, parce que Smart arrive à faire des fois avec des QB où tu pourrais dire que le plafond est très bas, mais bien utilisé ils savent ce qu'ils ont à faire, ça fonctionne bien et puis voilà, Georgia est en 3-0. Tu regardes. Surtout, je pense que l'utilisation de Branch, faut en parler, parce qu'il a totalement disparu l'année dernière à USC. Là, lui et son frère, le DB transfert à Georgia, le début de saison de Branch, c'est quelque chose. Et si jamais Georgia continue de l'utiliser comme ça et que il réalise tout le potentiel de tout ce qu'on attendait de lui, parce que ça reste un 5 étoiles, si je dis pas de bêtises. C'était un des joueurs les plus électriques en high school et à son arrivée à USC. On a vu les prémices en 2023 de ce que ça pouvait être. Totalement disparu dans le marasme du USC 2025 en Big Ten. Là, début de saison qui est très prometteur et ça peut être lui qui fait la différence sur cette offense de Georgia sur la suite. Ah mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est lui le playmaker de l'attaque, c'est lui, et vu comment c'est parti, je pense que Smart le sait. Kirby Smart le sait très très bien. Ouais, puis tu vois, tu regardes ses stats sur le début de saison, elles sont pas si impressionnantes que ça, mais à chaque fois les actions, elles le sont, et tu sens que plus la saison va avancer, plus il va être intégré au système et à l'équipe, et ça va aller qu'en s'améliorant avec ce joueur.
Ouais, et puis honnêtement, tu vois, tu dis les stats sur le papier, elles sont pas impressionnantes, mais ça, encore une fois, c'est le système de Smart. C'est que t'as pas besoin de ça. Il te faut juste la bonne action au bon moment. Hein. Non, bien sûr, tu vois, Tu il a regardes, mais 16-5 par réception. Mais Il est pas souvent à target, mais quand il est target, c'est pour des gros plays. À Georgia, depuis que Smart est là, tu as rarement eu en attaque des leaders statistiques. T'as pas vraiment de leader statistique en attaque. En défense, c'est autre chose. Mais en attaque, c'est juste du game management. C'est des mecs qui sont là quand il faut. Ils vont pas te rouler dessus, à te mettre 700 yards et à dominer le pays à la passe ou quoi que ce soit. Mais ils sont là quand il faut. Ils font les plays qu'il faut. C'est stratégiquement bien. C'est techniquement bon. Donc, c'est surtout ça, en fait. c'est ça, Georgia, les squads qui te gagnent les matchs à Georgia, c'est sa défense. C'est la défense et les tranchées, et ça l'a toujours été. Donc vraiment, si Branch est capable de te sortir un play par match, mais le play qu'il faut, bah en fait, c'est tout ce que lui demandera Kirby Smart. Et ça, on le sait parce qu'on le voyait déjà à USC, il est carrément capable de le faire. C'est tu lui mets la balle dans les mains et ensuite il est capable en un move et une accélération d'aller au TD. Donc ouais, non, Georgia, je pense que cette victoire face à Tennessee, ça a rebraqué un petit peu les projecteurs sur Georgia et les gens sont en train de se rendre compte que Georgia n'est pas si mort que ça, quoi. Bah, c'est toujours pareil avec Georgia de toute façon. Et du coup, Georgia passe eux aussi devant Oregon. Ils sont numéro 5 à LA People. Oregon, rapidement, qui est allé gagner du côté de Northwestern, 34-14. Comme ça, voilà, on glisse le petit score sans spécifiquement parler du match parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire sur cette victoire d'Oregon. On va juste mettre la lumière en dernier. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Vous jouez contre des plaquistes chaque semaine. C'est une équipe de Power 4, laisse-moi tranquille. Dernier match entre équipes classées. Texas A&M qui déplaçait à South Bend contre les Golden Domers ou Fighting Irish de Notre-Dame. Là encore, un très très beau match qui s'est joué littéralement sur le dernier play, sur le tout dernier jeu du match. Et ce sont les Aggies de A&M qui l'emportent contre Notre-Dame. Là encore, deux équipes à plus de 40 points, 41-40 pour A&M. Avec toute la controverse qu'il y a autour de ce fameux dernier jeu où il y a quand même deux holdings assez monumentaux sur la O-line de A&M. C'est pas techniquement le dernier jeu, mais donc sur le dernier TD. Et il y a aussi le fait que Notre-Dame, pardon, le PAT sur leur dernier TD en milieu de quatrième quart-temps a été manqué parce que non, ils l'ont pas joué. Ils ont tenté. Non, ils ont pas tenté à 2 points. Ils fumble Ils tentent le snap. Après, il y a un fire et il essaie de faire une passe, mais il fumble le snap. Parce que j'avais pas vu l'ancien QB qui était à Bama. C'est Buckner. C'était Buckner, ouais. En fait, le replay que j'ai vu du match, il montrait pas l'action. C'est pour ça que je comprenais pas. Et puis je suis allé voir. Non, je te confirme. En fait, il est holder, il bubble le snap, il se relève, et ensuite il roll. C'est pour ça que ça se transforme en 2 points. Ok, je comprenais pas trop. En sachant que c'est un QB, il y a un tight end qui est plus ou moins libre dans la end zone. Il envoie une cagade à 10 yards du tight end. Au début, je pensais que c'était le punter. Et après, quand je vois que c'est Buckner, ça me fait chier quand même d'avoir un QB en holder pour qu'il te lance cette merde-là. Et c'est le point qui a fait la différence, puisque A&M, derrière, ils avaient plus qu'à transformer. Sur un touchdown à la toute fin, sur leur troisième quatrième. je crois. C'était sur la quatrième et en plus c'était sur une quatrième tentative. 6 secondes de la fin, quelque chose comme ça. J'ai bien aimé le play design où ça clear totalement le côté gauche et lui il part sur une wheel là qui était vraiment pas mal. Mais en tout cas, A&M qui performe bien avec Marcel Reed et 3-0 Notre-Dame. Troisième match à plus de 40 points. Ouais, alors ils prennent plus de 20 points à chaque match. Donc là, la défense est pas là encore, mais l'attaque. En fait, c'est totalement à l'inverse de ce que moi je pensais. Je pensais que ce serait la défense qui les carry un peu cette année et l'attaque aurait du mal. Finalement, ils mettent plus de 40 points par match. Ils prennent minimum 20 points par match. Donc là, ils s'en sortent. Ils sont à 3-0. Alors, ils étaient 16e. Ils passent 10e. Ouais, c'est ça. Notre-Dame, grâce à leur fabuleux record de 0 victoire, 2 défaites, passe de la 8e à la 24e. Non, ils sont 24, ils sont 24, c'est USC qui est rentré. Alors le fait qu'ils soient devant USC, c'est scandaleux. Bref. Mais Notre-Dame a cette chance d'avoir commencé la saison en numéro 6 ou numéro 5 peut-être. Ouais, ils étaient par là et ils ont joué deux adversaires classés. Donc avec, on va arriver en week 4 sur les matchs de conf et Notre-Dame n'a toujours pas gagné le moindre match. Oui, après, ils ont joué deux équipes classées, ils ont été en bye en week 2, ils auraient sûrement programmé une petite équipe en week 2, ils auraient été en 2-1, en 1-2, mais bon, c'est vrai que le 0-2 fait tâche.
comme tu dis, ils profitent du fait d'avoir été haut classés sur la pré-saison, sinon ils auraient déjà été sortis de. Vraiment, ce qui me fait un peu chier, c'est que South Florida, ils sont en 2-1 en ayant tapé Boise State et Florida, et ils se font taper à l'extérieur par Miami. Ça les gère directement, mais Notre-Dame, on les garde quand même dans le top 25 parce qu'il faut quand même, voilà, faut quand même qu'ils restent dans le coup, quoi. Mais c'est bon, voilà, c'est comme disait j'avais lu un tweet là qui était, il y a pas, il y a pas, il y a de la force de calendrier, mais c'est aussi la force de la marque. On sait que c'est comme ça. Bon, ça fait partie du jeu du college football malheureusement. Ryan, un petit mot sur ce match? Bah, non, parce que en soi, je suis très honnête avec vous, je l'ai pas regardé, j'ai pas regardé une seule minute de ce match, notamment parce que c'est deux équipes dont je me fous assez royalement, pour être très honnête. Texas A&M, je sais que je les verrai un petit peu plus une fois que ça va commencer à s'envoyer dans tous les sens en calendrier SEC. Notre-Dame, je m'en fous, très honnêtement. Y a rien qui me fait rêver avec cette équipe. J'ai pas un joueur qui va me faire cliquer sur le match, tu vois, comme Jeremiah Love. Même Jeremiah Love. C'est franchement, le Notre-Dame de cette année me renvoie rien, mais genre vraiment rien, et je trouve l'équipe fade. Et justement, moi, je voulais vous demander, parce que je sais que Kevin avait regardé, il me semble, le match en week 1, je crois, de Notre-Dame. Et Maxence, il me semblait que toi, tu avais regardé pour sûr celui-ci. J'ai pas regardé en direct, moi j'ai regardé parce que c'était tard et j'ai regardé le replay, mais en fait c'est Notre-Dame, c'est marrant cette année, c'est un peu comme Texas A&M, ce que disait Kevin, la défense est horrible, l'attaque est vraiment forte. Et Notre-Dame nous a pas trop habitués à ça, et donc ouais, vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous demander? Mais savoir un petit peu où était la réalité sur le spectre, tu vois, parce que je pense pas que Notre-Dame soit passé d'une équipe finaliste nationale à une grosse merdasse infâme cette année. Donc est-ce qu'il y a des motifs d'espoir, en fait, tout simplement pour Notre-Dame cette année? Oui, il y a des motifs d'espoir quand même, parce que l'attaque tourne bien et c'est vraiment la défense qui encaisse énormément. Il y a des motifs d'espoir parce qu'ils perdent leurs 2 matchs de pas grand-chose à chaque fois. Et le reste du calendrier qu'ils arrivent, ils auront des matchs qui pourront leur permettre de remonter. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à régler cette défense parce qu'ils encaissent beaucoup trop, quoi. Ils encaissent encore 400 yards, plus de 400 yards quasiment 500 yards sur ce match-là. À la passe, Mario Craver, il les a découpés durant tout le match avec 200 yards au total à la réception. S'ils règlent, j'ai l'impression que le backfield avec comme tu sais, qu'ils ont perdu Xavier Watts, ils ont perdu Morrison et tout, c'est moins. J'ai plus en tête les stats contre Miami, si c'est aussi à la passe qui s'était fait découper. Mais en tout cas, sur ce match de Texas A&M, ça a été criant comment à la passe, il y avait souvent un gars d'ouvert du côté de Texas A&M et ils ont souvent. Du coup, ça te fait en sorte que tu peux pas gérer le tempo du match. Parce que tu prends toujours des plays à la place et puis tu n'arrives pas à. Alors que Notre-Dame, j'ai l'impression qu'avec le profil, leurs deux running backs qu'ils ont et tout, c'est plutôt le genre d'équipe qui aurait envie de contrôler la cloque et toujours réussir à mettre des stops en défense et puis te mettre l'écart au fur et à mesure du match. Que là, ça fait 2 matchs qu'ils n'y arrivent pas parce que défense un peu porte ouverte. Un petit peu porte ouverte. Ouais, puis Pauvre même Mike, sur Mike l'attaque, Denbrock. Pauvre ouais, Mike tu vois, Denbrock. il y a Love, mais il y a un peu, je vais pas dire qu'il y a que Love, mais tu vois, le quarterback m'excite pas tant que ça. Je sais pas, je trouve qu'il est limité. Il y a vraiment, comme tu dis, je trouve que c'est très fadasse. Après, tu te dis peut-être parce que ils commencent leur calendrier contre 2 équipes classées. Mais ouais, mais y a non, parce que de cette équipe, quoi. Ouais, non, mais je suis désolé, mais non, c'est pas vrai. L'année dernière, tu m'aurais dit Notre-Dame face à 2 équipes classées en 3 semaines, ça aurait été des matchs sur lesquels j'aurais cliqué, tu vois. T'avais du Riley Leonard, t'avais justement des petits prospects en défense, t'avais le délire de Marcus Freeman, on le sait, qui a un super corps d'ODEF. T'avais un côté très rugueux dans le jeu de Notre-Dame l'année dernière, tu vois, ça s'envoyait, ça se tabassait et tout. Même si d'ailleurs Riley Leonard l'année dernière, t'as vu, il commence la saison, c'était assez dégueulasse. C'est une défaite contre Northern Illinois. Hein. Donc, mais pourtant, on était devant ces matchs-là. Et tu vois, Northern Illinois, je me rappelle l'avoir regardé et je le regardais pas pour le
de base, je le regardais pas pour le upset alerte, hein, parce que quand tu démarrais le match, tu te disais pas qu'ils allaient se faire upset, tu vois. Mais cette année, tu vois, je vois Notre-Dame sur le calendrier, je suis là, je tape CFB Guide, je regarde les matchs Notre-Dame. Oh la flemme, genre vraiment, j'ai pas envie de les regarder. Et pourtant, ça m'emmerde parce que Mike, comme je te dis, Mike Denbrock, je sais qu'il fait tourner ses attaques, mais ça doit être des PTSD. Ça doit être les PTSD de LSU sous Mike Denbrock et la défense de Matt House. Tout s'explique. C'est Notre-Dame, c'est un seul sac en 2 matchs aussi. Je suis en train de regarder un peu les stats défensifs. Tu vois, il y a même offensif, hein, Jeremiah Love, même t'es la 116e rushing offense. Je parle pas, ils ont joué que 2 matchs. T'es à 114 yards par match. T'as Jeremiah Love qui est ton leading rusher, il est à 33 portées, donc il est à 16 courses de moyenne par match, pour seulement 127 yards, donc à peine 63 yards de moyenne sur les 2 matchs. Après, t'as du Purdue, t'as du Arkansas, t'as du Boston College, Navy, Pitt, Syracuse, et encore Stanford qui devrait être plus calme. Effectivement, t'as USC, NC State, Boise, Arkansas qui devraient être un peu plus. Ils ont le calendrier, ils ont le calendrier pour aller chercher un ball game, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir se réveiller parce que est-ce que ces 2 matchs-là, t'as perdu que de 4 points cumulés, mais il faut. Je suis pas aussi catastrophé que vous parce que c'est vraiment des matchs serrés contre des équipes classées et ils ont vraiment juste cette défense à régler. Et l'année dernière, ça a été un peu comme ça aussi. Le démarrage a été diesel et puis derrière, après ils n'avaient pas les mêmes playmakers en défense. Là, j'ai l'impression que la défense, il y a pas encore ces mecs-là. Là, l'année dernière, tu avais une défense qui était laudite, notamment sur le backfield. Bon là, les mecs sont partis en NFL. Et il faut trouver les remplaçants. Le match contre. C'est quoi leur prochain match là? C'est Purdue. Bon, normalement, Purdue, ça devrait être l'occasion de se remettre un peu. Le déplacement à Arkansas, là, fin septembre. Tu vas te dire déjà un peu plus s'ils se sont remis un peu la tête à l'endroit à ce point-là ou pas, quoi. Et puis ils ont USC un peu. Après, moi, tu vois, je suis pas. Ils n'ont pas USC en fin d'année, mais en milieu de calendrier, par contre, contrairement à d'habitude. Moi, je suis pas catastrophé. Je pose juste la question, tu vois. Et justement, tu me dis, ouais, c'est des. Peut-être une année de transition après. C'est une année de transition. Bien sûr. Les playoffs, tu retrouves un peu les mecs pour l'année prochaine, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, je pose la question. Le fait que tu me dises, ouais, mais c'est des équipes classées, ça joue à peu. Mais pour moi, tout le problème est là. Tu vois, c'est que tu joues des équipes classées, donc on t'attend en fait à ce niveau-là, surtout quand tu as été en finale nationale l'année d'avant, on t'attend à ce niveau-là. Et justement, en fait, le fait que ça joue peu et qu'ils ne se mangent pas des blowouts, ça me dit que le problème, il est peut-être plus important que ça. Parce que justement, en fait, je préfère me dire, ah ouais, non, Notre-Dame est passé complètement à côté de son match, ils se sont fait démonter, tu vois. Mais là, tu te dis qu'en fait, ouais, voilà, c'était un jour sans. Mais quand à chaque fois, c'est un petit truc qui te manque, je me dis que c'est plus compliqué parce que en fait, peut-être que ça a atteint le plafond pour cette année, peut-être que c'est un truc qui clique pas, peut-être que c'est l'appel de jeu qui va pas, mais en fait, c'est peut-être des problèmes qui vont se retrouver dans les moments qui vont compter en fin de saison, tu vois. Et en fin de saison, t'affrontes quoi? Des équipes classées. Donc c'est là où ça m'emmerde un petit peu et comme je t'ai dit, je me permettrai pas de juger puisque j'ai pas assez regardé Notre-Dame cette année. C'est pour ça que je vous pose la question à vous. Donc comme tu m'as dit Max, on verra. Hein, l'avenir nous le dira. Mais c'est un QB freshman, hein, CJ Carr, bien sûr, c'est ses 2 premiers starts. Bien sûr. Il est beaucoup moins double menace. Peut-être qu'aussi dans le système offensif, du coup c'est plus facile de défendre à la course parce que t'as pas ce QB qui peut courir comme Riley Leonard l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'aussi Love et Price ont peut-être moins de production. Enfin, on verra. C'est un des gros points d'interrogation sur ce début de saison. Comme tu dis, ouais, cette équipe de Notre-Dame, est-ce que leur plafond, c'est 8 victoires cette année et puis ça va aller en bowl et merci? Ou est-ce que ça peut réussir à revenir dans la discussion pour les playoffs? Puisque là, actuellement, ils sont clairement out avec les 2 défaites. Ouais. Les gars, du coup, pour finir, on a quand même abordé les très gros matchs qu'on a eu ce week-end, hein, qui feront. Est-ce qu'on peut parler de Diego Football? On va en parler rapidement. On peut toujours parler de Diego Football. Rapidement, dans l'ordre du pôle. Hein, donc Texas a battu Texas qui était numéro 7, qui a battu UTEP 27-10. C'était moche. C'est Malachi Nelson d'ailleurs qui est le starter pour UTEP. Effectivement, très moche, toujours pas de confiance. Non, alors c'est pas. Oui, c'est Malachi. Oui, c'est Malachi Nelson. C'est Malachi Nelson. Je confonds avec un autre gars. Oui, pardon. Je confonds avec un autre gars qui était un 5 étoiles qui est parti à Sacramento State là en QB. Et donc du coup, Texas qui passe de la 7e à la 8e place.
Ensuite, on a eu Oklahoma qui se déplaçait du côté de Temple pour une fois qu'Oklahoma allait jouer à l'extérieur contre du Group of Five. Ils ont pas Power 4. choisi le Non, Group plus of Five. fort. Hein. Group of Five. Group Oui, of moi Five, j'ai ouais, toujours Group of pour Five, Temple, Group c'est of de Five, autant l'américaine. pour moi. 42-3 pour les Sooners qui récupèrent la 11e place. Iowa State, seule équipe du pays à 4-0 puisqu'ils ont joué en week 0 à Dublin. Petite victoire à Arkansas State 24-16. Alabama qui l'emporte contre Wisconsin. Wisconsin très très faible. Alabama qui a archi dominé, mais Wisconsin, vu leur calendrier dantesque, ça va être très compliqué pour eux cette année. Ils sont en 2-1, c'est leur première défaite, mais ça s'annonce compliqué pour la suite. 38-14 pour le Crimson Tide. Texas Tech qui a écrasé Oregon State qui vient de prendre C'est compliqué les 45-14. Beavers. Hein. Ouais. Et encore, les 14 points qu'ils mettent, c'est dans le dernier quart-temps dans le garbage time. Ils vont se déplacer à Oregon ce week-end. Ça va être compliqué aussi. Michigan qui a absolument dominé Central Michigan 63-3. C'est le match le plus offensif de l'histoire de Michigan depuis 50 ans. Je crois qu'ils n'avaient pas mis autant de points Bah, dans ça un m'étonne match. pas. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et Underwood qui finit meilleur passeur, meilleur coureur du match avec 2 TD au sol et 114 yards. Auburn l'emporte contre South Alabama 31-15. Mizzou qui a encore claqué plus de 50 points dans une offense totalement Hardy. insane avec Bob Pribula à la main. Ouais, puis Bon, là, Hardy, Hardy Hardy qui le met running back. 250 yards et 3 TD. 52-10 pour les Tigers. Je passe les matchs contre les équipes de FCS, bien entendu. Et ben, du coup, on va peut-être parler de ce fameux. Il y a Ohio State qui bat Ohio 37-9, mais franchement, les Bobcats n'ont pas été ridicules dans le match. Et ça annonce que du bon pour eux, pour la MAC, quand les matchs de MAC ouvriront. Un petit mot sur le backyard brawl entre West Virginia et qui était Pittsburgh. bourré ce match. Voilà. West Virginia qui l'emporte 31-24 en prolongation. Ça, c'était un bon match de rivalité bien boueux comme on les aime là. On va finir effectivement sur le match de Diego Football, sur ce Vanderbilt qui se déplaçait chez le alors numéro 11 South Carolina, qui a tout simplement totalement disparu du top 25, puisque Vanderbilt est allé leur mettre 31-7 chez eux. Match absolument fou de la part de Vanderbilt qui n'a pas pris de points sur les 3 derniers cartons du match. Et Vanderbilt qui monte tout de suite dans le top 15. Non, Vanderbilt 20, pardon, ils sont 20e. C'est toi qui les as mis dans ton. Moi, je les ai mis très haut, effectivement. Mais du coup, Vanderbilt 3-0. Et Vanderbilt qui montre un peu toutes les ambitions qu'ils ont cette saison. C'était plus arrivé depuis 2011, je crois, un tel départ pour Vanderbilt. Et puis, le match, vraiment. Alors, il y a eu la blessure de la Norris Sellers qui a aussi joué pour les Gamecocks, mais t'as pas la sensation que même s'il était sur le terrain tout le long du match, t'as pas quand même la sensation que Vanderbilt aurait perdu parce qu'ils ont vraiment été très très bons. La défense a été. Leur contrôle de la clock aussi, 35 minutes de possession, très bon jeu de course. Diego Pavia, même s'il lance une interception, ça a quand même été. Il a quand même fait un bon match. Enfin, franchement. Vanderbilt montre des progrès vraiment l'année dernière c'était beau et cette année ça part encore mieux, c'est vraiment cool de se dire que c'était pas un coup d'épée dans l'eau l'année dernière et que il y a vraiment quelque chose qui se crée chez les Commodores cette année. Et puis on a vraiment hâte de voir la suite pour cette équipe de Vanderbilt là qui joue contre Georgia State et Utah State, donc 2 matchs largement accessible avant de commencer les autres matchs de SEC et franchement c'est leur plus belle victoire à l'extérieur en SEC depuis je ne sais combien de temps. Hein. Clairement. Clairement. T'abuses. Il y a le match face à Alabama. Oui, mais c'est chez eux. Je parle là, c'est à l'extérieur. D'accord. À l'extérieur, j'ai pas souvenir d'un match comme ça à l'extérieur en SEC depuis un moment. Ah, moi, je suis hyper heureux. Je suis hyper heureux parce que tu vois, très souvent, et nous les premiers, on aime bien, on parle de Diego Football parce que voilà, c'est la tête d'affiche un petit peu, mais c'est la belle histoire, tu vois. Mais Clark Lien. Ouais, le coach. Quel taf. Faut se rendre compte un petit peu, et là je parle plus pour le public donc français qui nous écoute, parce que le public ricain sait à quel point Vanderbilt est une blague. Nous ici on dit
très souvent qu'on a de l'affection pour Vanderbilt parce que on les considère vraiment comme le petit frère qui se fait un petit peu martyriser tout le temps. Mais c'est le côté français, on aime bien aussi les petites équipes comme mais ça. ouais, mais faut vraiment se rendre compte de l'état du programme dans son entièreté, dans son programme de foot, hein, de ce qu'est Vanderbilt. Ce qui est en train de faire la Clark Lea, on va attendre de voir encore quelques saisons, mais je suis pas loin de dire que c'est assez exceptionnel. J'attends vraiment de voir l'après Diego Pavia parce que je pense que toute cette équipe a vraiment s'est regroupée en fait autour de cette tête d'affiche parce qu'on voit que voilà, c'est un vrai personnage, c'est une grande gueule, il est un petit peu arrogant, mais parce que Diego Pavia il kiffe sa vie en fait. C'est clair, la trajectoire du gars, il était en JUCO il y a quelques années, il passe à New Mexico State, maintenant il est en SEC. Et on va pas se mentir, hein, le mec il fait 5'10, je crois, c'est clairement pas un archétype de prototype quarterback NFL. Il y a un monde où en fait Diego Football, là, il vit ses dernières années de foot. Alors, je pense pas, hein, je pense qu'il pourrait passer par des petites practice squads par-ci par-là. Ensuite, il pourrait passer par des circuits UFL et toutes ces conneries-là. Là. Mais faut bien se rendre compte que là, en fait, il est en roue libre totale, Diego Pavia. Il kiffe sa vie et l'équipe, en fait, s'est greffée à ça. Donc, j'attends de voir l'après Diego Pavia pour voir si Vanderbilt peut continuer à rester relevant, surtout dans une conférence comme la SEC. Mais le travail de Léa, de Clark Léa, est titanesque. Et vous en avez parlé, le fait que même avec la Norris Sellers, on n'est pas sûr que ça aurait suffi. Il faut se rendre compte de la perf, en fait, tu vois. Et très souvent, donc c'est pour ça, je voulais faire un petit shout-out, comme disent nos amis américains, à Coach Léa, parce qu'on parle souvent des coachs quand ça va mal, mais c'est aussi important de noter quand ça va bien, et il est vraiment en train de faire un truc très sympathique avec Vanderbilt, et donc je lui souhaite que le meilleur là-dessus. Bon, par contre, face à nous, j'espère qu'on va les désosser. Mais c'est pas dit ça aussi, mais voilà, j'espère quand même qu'on va les désosser. Mais ouais. Gros kiff. Franchement, depuis 2 ans, là, Vanderbilt, c'est un kiff total à suivre. Puis leur tight end, là, Ellis Tower aussi, là, un tight end super intéressant, qui lui aussi arrive de New Mexico State. Et surtout, le plus intéressant, ça va être de voir les performances de l'équipe. Va falloir préparer l'après Pavia, et sûrement ça va pouvoir attirer soit des recrues, soit des transferts qui pourront prendre la suite après. Et voilà, autre duel de SEC. Juste pour finir, South Carolina, attention la suite de la saison avec la Norris Seller, est-ce qu'il va revenir ou pas? Là, tu as un déplacement à Missouri, donc on n'est pas loin d'une grosse sortie de route dans les semaines à venir. Ouais, c'est vrai qu'à suivre l'état de santé de Seller, c'est la suite de la saison des Gamecocks. Ole Miss qui jouait déjà son deuxième match de SEC contre Arkansas, cette fois-ci victoire 41-35. Utah l'a emporté à Wyoming tranquillement, 31-6. Bonne surprise Utah cette saison. Après Devon 2027, Dampier qui assez est compliqué. vraiment dans son élément à Utah sur ce début de saison. Ouais. USC qui a eu plus de mal que ce que je pensais à Purdue, victoire 33-17. J'étais assez étonné. Ensuite, Old Dominion qui est allé totalement écraser Virginia Tech chez eux. C'est aussi pour ça que le coach de Virginia Tech a été viré, 45-26. Il menait quand même 38-7 à la fin du troisième quart-temps. Les deux derniers matchs dans lesquels je voulais parler, les scores que je retrouve: California avec Sagapolutele qui l'emporte encore 3-0, California, 27-14 contre Minnesota. Et quand tu vois leur calendrier, finalement. Ils ont un calendrier pour être à 9-0 en novembre. Très clairement. Ouais. Moi, j'avais fait la preview de California. Je les avais pas forcément pronostiqués très haut. Je crois que j'avais pronostiqué en 6-6 ou en 7-5. Mais en disant bien que le calendrier était quand même accessible. Mais je les voyais pas à ce niveau-là. Franchement, Sagapolutele, ces 3 premiers matchs sont vraiment propres, et cette équipe de Californie, comme tu dis, peut vraiment se retrouver à 9-0. Après, on verra parce que ça peut toujours, tu peux toujours faire des défaites, hein, bien sûr, mais ouais, c'est la belle histoire encore une fois, Cal, sur le début de saison. Autre équipe de North California, pardon, Stanford qui prend sa première victoire de l'année. Belle surprise. Belle surprise. Et enfin, l'un des matchs les plus, on en a parlé avec Ryan, on en a parlé avec Alex, un récap des matchs les plus bordéliques, les plus fous qu'on ait vu. Arizona State qui l'emporte contre Texas Tech 34-15, avec des plays entre Sam Leavitt et Tyson
absolument incroyable. Moi, honnêtement, limite, je me suis marré devant le replay, tellement il y avait de plays dingues. Ah, mais c'est clairement le match highlight de la semaine, c'est celui-là. Hein. C'est ça. Vous avez 10 minutes comme ça, vous faites Arizona State, Texas Tech récap sur Texas State, hein, pardon, récap sur YouTube. Vous regardez le récap du match, ça vaut le coup d'œil. Ouais. Donc, du coup, les Sun je Devils regarde. 34-15 qui se remettent dans le droit chemin après leur défaite contre Mississippi State. Messieurs, un petit mot sur un autre match ou pas? Ouais, juste un petit mot sur Tulane. Je sais pas si on en a parlé de Tulane, mais Tulane On va pas parler de Tulane. qui a battu Duke. Tulane qui est en 3-0 avec deux équipes du Power 4 Bon, ça dans leur gueule, escarcelle. ça. Et ouais, Mensa, le retour a été compliqué à la maison. Retzlaff s'est éclaté au sol. De toute façon, ils l'ont roulé dessus au sol globalement. Et Tulane qui. Ça va être sympa le duel à distance entre les deux équipes, Tulane et South Florida. Dans l'américaine, les deux équipes s'affrontent pas, je crois. Hein. Je crois que c'est peut-être Memphis qui va être un peu en arbitre entre les deux, parce que Memphis, par contre, joue les deux. Donc, ouais, ça va. Tulane fait un beau début de saison. Il y a un beau petit match qui arrive contre Ole Miss là, samedi. Et puis après, dans le groupe of 5, North Texas qui a démoli Washington State. Ça, c'était le résultat qu'on n'aurait pas vu venir, clairement. Mais il se venge de Washington State qui s'est moqué. C'est Washington State qui s'est moqué d'eux cette semaine en disant que c'était dans le désert et tout. Alors que North Texas, si vous regardez, c'est vraiment dans la prairie. C'est pas le désert, c'est pas l'image d'Épinal qu'on peut avoir de cette région. Et du coup, Oiseau va devoir en plus jouer la Apple Cup le week-end prochain contre UW. C'est vrai que c'est un week-end de vieille rivalité Pac-12. C'est ça, il y a pas mal d'anciennes rivalités qui ont mis fin après les ralignements qui ont lieu sur cette semaine 4. Donc on a et la Civil War et la Apple Cup qui ont lieu samedi, donc ce sera à suivre. Et bien sûr, tout ça, on en parlera dans le 1-2-6 de samedi à 17h. Messieurs, merci d'avoir été là pour ce récap de cette belle semaine 3 de college football. Merci à toi. On se retrouve peut-être sur Merci Twitch, beaucoup. Max, si jamais tu streams cette semaine. Ouais, peut-être que je vais streamer, peut-être demain après, une petite après-midi vite fait sur Madden, on verra si on fait du Superstar ou du franchise. Récap Group of 5 ou pas cette semaine? Non. Je pense pas que j'aurai le temps. Finalement, il n'y a pas beaucoup de matchs Je vais peut-être le faire peut-être la semaine prochaine, comme les matchs de conférence vont surtout commencer à partir de la semaine prochaine. On a un peu parlé du Group of 5 avec les matchs les plus importants. Donc, ouais, on fera ça la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, on lancera tout ça. Ok. Eh ben, on se retrouve Mais samedi. si vous voulez un résumé, South Florida toujours en tête et Tulane, Memphis pour moi qui sont les deux équipes derrière. UNLV, Boise State, voilà le top 5 pour le moment sur cette place en playoff. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres équipes dans les autres conférences. Liberty est déjà tombé, Ohio est déjà tombé. Puis après, dans Sunbelt, il n'y a pas vraiment d'équipes qui ont vraiment le niveau pour accrocher les playoffs, je pense. Ok. Eh ben, on voit ça, on en reparle de toute façon dans le 1-2-6 de samedi. Rendez-vous 17h pour préparer les matchs de 18h. Merci. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.